Dans les 2 premières vidéos de cette série, nous avons configuré ensemble notre monorepo. On a donc configuré notre application Remix, notre application Nest.js. On a ensuite configuré une image Docker pour pouvoir les déployer. Et maintenant, c'est le cas, on n'a presque plus rien à configurer, on peut maintenant se lancer dans le développement de ces projets. Nous allons donc maintenant configurer Tailwind CSS. J'en profite aussi pour vous montrer le design system qu'on va utiliser pour notre application coup de pouce. Nous avons donc les écrans ici et on peut voir que cette application était prévue à la base comme étant une application mobile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter ce design pour qu'il soit compatible en tant qu'application web. Nous allons donc configurer Tailwind CSS et créer notre thème en enregistrant chacune des codes couleurs ici, ainsi que les tailles de police. Pour ce faire, on va donc se rendre sur le repository du projet, qui s'appelle donc remix-nestjs-monorepo, et nous allons l'installer sur notre ordinateur comme ceci. Le projet est déjà installé de mon côté, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler 03 styling, comme ceci. Maintenant, on va lancer la commande npm rundev, comme ceci, pour exécuter notre projet, qui est maintenant disponible sur le localhost 3000, comme ceci. C'est donc une application Remix et on a envie de pouvoir configurer Tailwind. On va donc se rendre sur le site de tailwindcss.com ici pour comprendre ce que Tailwind nous permet de faire. Effectivement, Tailwind nous permet de définir des design systems comme ceci assez facilement. Nous allons donc tout de suite cliquer sur Get Started ici et nous allons cliquer sur Framework Guides comme ceci et nous allons sélectionner le framework Remix ici. Nous sommes donc à la deuxième partie, c'est-à-dire installer Tailwind CSS, Post CSS et Auto-préfixeur. On va donc copier cette commande dans notre terminal. On va donc kill notre terminal et nous allons faire un cd de front-end pour installer Tailwind dans notre dossier front-end. On va donc coller cette commande comme ceci et maintenant nous allons lancer la commande suivante, un npx de Tailwind CSS init-ts-p. On la colle donc dans notre terminal comme ceci et on peut voir que ça a créé une configuration CSS nommé tailwind.config.ts. Maintenant qu'on a créé notre fichier de configuration Tailwind, nous allons l'ouvrir comme ceci. Le fichier s'appelle donc tailwind.config.ts. La commande a également créé un fichier post-CSS qui s'appelle postcss.config.js ici et qui exporte un plugin pour autopréfixeur et un autre plugin pour Tailwind. Maintenant, nous allons suivre les dernières étapes de la documentation de Tailwind, c'est-à-dire rajouter ici la clé content. On retourne donc dans VS Code et nous remplaçons le tableau vide de contenu par un chemin vers nos routes et nos composants React. Effectivement, nous allons créer tous nos composants dans le dossier app ici. Et enfin, pour terminer, il nous suffit maintenant de créer un fichier CSS qui va importer les 3 directives de Tailwind. On retourne donc dans notre dossier app ici et nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler global.css. Et nous allons copier à l'intérieur les 3 directives de Tailwind. La dernière chose que nous allons faire, c'est copier ce code là dans notre fichier route.tsx, ce qui va importer le fichier CSS sur chacune de nos routes. On va donc retourner dans notre fichier route.tsx et tout en haut, nous allons coller le code que nous venons de copier. On va également importer le type links function depuis remixrun/node et nous allons remplacer le chemin ici, qui est un chemin Tailwind, par notre fichier global.css. Et on n'oublie pas de rajouter le point d'interrogation URL comme ceci. Maintenant, nous avons une erreur avec TypeScript qui ne reconnaît pas ce chemin. Nous allons donc remplacer ce symbole-là par un point comme ceci. Effectivement, le fichier route est dans le même dossier que le fichier global.css. Pour vérifier que ça marche, nous allons maintenant dans notre fichier et nous allons dans notre body, ici, rajouter un propre class name qui aura comme valeur bg sky 700, comme ceci. Si Tailwind a bien été configuré, le fond de notre application sera en bleu foncé. Nous allons donc ouvrir le terminal, ici, et nous sommes toujours dans le dossier front-end, et nous allons lancer la commande npm run old-dev. Si on retourne dans le package JSON de notre front-end, on peut voir que la commande old-dev est équivalente à cette commande-là. Nous allons juste lancer cette commande pour vérifier que la configuration Tailwind s'est bien effectuée. Ça lance donc notre application Remix et uniquement notre application Remix sur le localhost 5173. Et si on ouvre cette application, on peut voir que le fond est de la bonne couleur. Ça veut dire que Tailwind est bien configuré. On peut même inspecter l'élément ici, on peut voir que la classe est bien configurée. Et si on ouvre l'onglet Network et qu'on rafraîchit la page, on peut voir, en sélectionnant le filtre CSS, que notre fichier global.css a bien été détecté. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir scinder
nos deux fenêtres, comme ceci, pour éviter de tout le temps switcher entre les deux. Nous allons donc kill le terminal et faire un cd double point pour retourner à la racine de notre dossier, comme ceci. Nous allons également fermer cet onglet et retourner sur le localhost 3000. Si maintenant on lance la commande npm run dev, comme ceci, et qu'on rafraîchit la page de notre projet, on peut voir que le fichier CSS n'a pas été importé. Et si on inspecte la page et qu'on retourne dans Network et qu'on rafraîchit la page, si on sélectionne le filtre CSS, on peut voir que ça détecte bien un fichier nommé global.css, mais si on clique dessus, on peut voir qu'il est entièrement vide. Ça veut dire que ça n'a même pas compilé ce fichier. Si on inspecte la structure, on peut voir qu'on a bien la classe BG Sky Cell 100, mais le style n'est plus appliqué à notre body quand on lance le projet depuis le monorepo. Et c'est normal, c'est parce que Nest.js n'arrive pas à lire le fichier Tailwind. On va donc retourner sur notre fichier de configuration tailwind.config et on peut voir que ce fichier fait déjà un export par default, donc il utilise le format ESM. Sauf que Nest.js ne sait reconnaître que le CJS. Nous allons donc tout de suite corriger ce problème. On va donc d'abord remplacer le nom du fichier tailwindconfig.ts et l'extension sera maintenant CJS, comme ceci. Maintenant on peut voir qu'on a quelques erreurs ici dans notre fichier, comme on ne peut plus importer des types. Mais il y a une manière de continuer de bénéficier de l'inférence des types. Ici on peut voir qu'on importe le type config depuis la librairie Tailwind CSS, mais dans un fichier CJS, c'est possible de le faire en rajoutant cette ligne-ci. Maintenant, on va donc supprimer l'import de la config et nous allons remplacer aussi l'export default par un module.exports est égal à notre objet, qui est l'unique manière de permettre à Nest.js de détecter notre fichier de configuration Tailwind. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour notre deuxième fichier ici qui s'appelle postcss.config.js. Nous allons donc le renommer en postcss.config.cjs comme ceci et nous pouvons rajouter l'autocomplétion en important son type, mais surtout nous remplaçons l'export default par un module.exports est égal à cet objet de configuration. Mais ce n'est pas fini. Effectivement, le projet il est lancé depuis le monorepo. Donc si on ferme nos deux dossiers ici, il est lancé depuis cette racine là. Donc nous allons devoir paramétrer le chemin vers la configuration Tailwind dans ce fichier de configuration post.css et nous y parvenons en rajoutant cette instruction. On rajoute donc une clé config qui prendra comme valeur le dossier actuel et le nom de notre fichier tailwind.config.cjs comme ceci. Nous allons donc importer le pass en utilisant require comme ceci et ensuite dans notre configuration tailwind config, nous allons également remplacer ce chemin-là qui ne sera pas détecté par Tailwind. Pour ce faire, nous allons donc faire la même chose, nous allons importer le pass avec un require, comme ceci, et nous allons utiliser la méthode pass.join avec comme paramètre le chemin qu'on a défini, mais d'abord, nous allons ajouter le chemin absolu de notre application en utilisant la variable _dirname, comme ceci. Maintenant que ces deux fichiers ont été configurés, on peut kill le terminal et le relancer et on peut voir que le fichier Tailwind a été détecté en temps réel. C'est super, on va donc retourner dans le root.tsx et nous allons retirer le background bleu. Nous allons à la place rajouter la classe min_h full pour dire que la hauteur minimum du body sera égale à la hauteur totale de la page. Maintenant, dans notre balise HTML, nous allons également rajouter une classe avec un class name et nous allons mettre que la hauteur minimum est égale à screen, comme ceci. Maintenant, on peut accéder à la route index ici et nous allons supprimer tout ce code pour laisser le titre de notre application coup de pouce, comme ceci. Et nous allons également supprimer ces instructions et on peut également supprimer le tag meta. Maintenant que c'est fait, on peut retourner sur Figma ici et nous allons importer chacune de ces couleurs dans notre application. Pour ce faire, nous allons les importer une par une en les copiant comme ceci et nous allons retourner dans notre configuration Tailwind et à l'intérieur de la clé extend du thème, nous allons rajouter la clé colors qui est un objet et nous allons rajouter chacune des couleurs de notre application. On va commencer par la couleur Khmer Curry ici, on va donc la nommer Khmer Curry et elle prendra comme valeur la valeur hexadécimale que nous venons de copier. Et nous allons faire la même chose pour chacune des couleurs. Et voilà, nous avons importé toutes les couleurs que nous allons utiliser pour ce projet. Maintenant, nous allons mettre en place la navbar de notre application, donc cette barre qui sera présente sur toutes nos pages. Et nous allons également sauvegarder ce logo. On va donc le sauvegarder au format PNG, comme ceci, et nous allons l'exporter en taille x2, et nous allons l'appeler logo coup de pouce dark, comme ceci.
On copie maintenant ce fichier dans un nouveau dossier que nous allons appeler _assets et que nous allons créer à l'intérieur de notre dossier root, comme ceci. On va donc coller notre logo coup de pouce dark.png, et on peut maintenant copier le chemin vers ce dossier-là et nous allons l'importer dans notre composant root. Nous allons donc importer le logo depuis le dossier root/_asset/logo coup de pouce. Ensuite, il nous suffit de rajouter un composant de navigation et de rajouter un composant d'image avec comme src notre logo que nous venons d'importer. Et on peut voir qu'il a tout de suite été reconnu par l'application Remix. Si on regarde sur l'intégration, on peut voir qu'on aura donc 3 icônes. On aura le porte-monnaie, les notifications et le profil client. On ne va pas encore télécharger les icônes, mais on peut placer chacun de ces liens en rajoutant une balise link, comme ceci, qui va rediriger vers l'accueil pour le moment. Et un de ces liens va rediriger vers le porte-monnaie. Le deuxième lien redirigera vers les notifications. Et le troisième lien vers le profil, comme ceci. Maintenant, on va dire que le parent de notre navigation va utiliser un flex et un justify between, et il va prendre la couleur qu'on a définie, donc le bleu, et le texte sera en blanc, comme ceci. Si on regarde maintenant sur le Figma, on peut voir que la largeur est à 87 pixels et la hauteur maximum est de 28. Donc nous allons dans notre application mettre un width full, une hauteur automatique pour conserver les proportions, et nous allons mettre une largeur maximale de 300 pixels. On va plutôt mettre 180 pixels pour le moment, et nous allons rajouter le padding ici. Donc on a 33 pixels de padding horizontal et environ 30 pixels de padding vertical. Si on part d'ici, et si on compare avec les autres icônes, donc nous allons mettre un PX de 6 et un PY de 8, comme ceci. Évidemment, comme cette fenêtre est zoomée et n'utilise que la moitié de l'écran, le rendu n'est pas terrible, mais ce n'est qu'un premier jet. On va donc modifier, on va mettre un PX de 3 et un PY de 2, comme ceci. Et nous allons également centrer les liens au milieu de l'écran, ici, en utilisant la classe Items Center. Maintenant, on peut voir sur le design que les 3 icônes sont rabattues vers la droite et le logo, il est rabattu vers la gauche. C'est ce que nous avons essayé de faire en utilisant Justify Between, mais nous allons devoir englober nos 3 liens dans un div ici. Et ce div utilisera également Flex avec un gap de 2. Ça me semble plutôt pas mal pour commencer. Alors pour y voir plus clair, nous allons copier ce composant là et en faire un composant dans notre dossier app. On va donc créer un nouveau dossier qu'on va appeler components et dans lequel nous allons ajouter un fichier qu'on va appeler navbar.tfx comme ceci. Et nous allons ensuite importer notre composant en rajoutant un export const navbar est égal à ce composant là. Et nous allons renvoyer notre navbar comme ceci. Et nous allons ajouter le logo comme étant un props au lieu de l'importer directement dans ce composant là. On retourne maintenant dans route et on peut supprimer notre navbar et importer le composant navbar qui prendra comme logo le logo que nous avons importé dans ce composant. Et on peut voir que le rendu est exactement le même. Maintenant, si on retourne sur Figma, on peut voir qu'il y a plusieurs types de boutons. Par exemple, me connecter, créer un compte, et nous allons les mettre en place tout de suite en utilisant la librairie ChatCN UI. On cherche donc cette librairie sur Google et on clique sur chatcnui.com et ensuite on va cliquer sur Get Started, puis sur Installation ici, et nous allons l'installer avec Remix. La première étape est déjà faite, donc on peut passer à la deuxième étape. Comme ceci, nous allons l'installer avec npm et nous allons kill de nouveau le projet. Nous allons faire un cd dans le dossier front-end et nous allons lancer la commande npx chatcn-ui @latest init. On va accepter ce qu'il nous demande, par exemple d'utiliser le thème TypeScript et le thème par défaut. Et le fichier global.css n'est pas dans app/globals.css, mais global est écrit au singulier. Donc on va devoir réécrire le chemin qui est égal à app/global.css. Et on va accepter cette dernière option. Et enfin le chemin vers notre configuration Tailwind qui s'appelle donc tailwind.config.cjs, comme ceci. Enfin, comme alias, nous allons définir ce symbole-là, et pour la méthode utils, nous allons définir ce symbole-là. On n'utilise pas les React Server Components, et on souhaite sauvegarder cette configuration dans le fichier components.json. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ça a rajouté plein de variables dans le fichier global CSS, ainsi que les bordures et les layers. Ensuite, ça a créé un dossier lib qui va contenir la méthode cn, qui utilise donc Tailwind merge et clsx pour éviter de dupliquer les variables. Et ça a aussi créé un fichier de configuration qui s'appelle components.json. Et en dernier, ça a reconfiguré notre fichier tailwindconfig.cjs en modifiant le contenu
et en modifiant les couleurs. C'est vraiment dommage parce que je n'ai pas sauvegardé les couleurs et le chemin précédent. Donc malheureusement, on va devoir tout réimporter, sinon ça ne va pas marcher. On va commencer par importer la librairie pass, depuis pass comme ceci, et nous allons faire un join de dirName et de celui-ci-là. On peut maintenant supprimer les autres chemins et nous devons rajouter toutes les couleurs du design sur Figma. Et voilà, on a réimporté chacune de nos variables. On peut maintenant ouvrir à nouveau le terminal, faire un cd double point et relancer le projet en faisant un npm run dev. Maintenant, sur Shadcn UI, nous voulons installer le composant bouton ici. Donc nous allons lancer cette commande dans le terminal en ouvrant une deuxième fenêtre. On n'oublie pas de faire un cd front-end et nous allons ensuite taper la commande pour créer notre composant de bouton. Le composant a été créé ici, donc on n'oublie pas de réparer les imports qui n'ont pas l'air de fonctionner. On va l'importer comme ceci. On a un petit problème ici au niveau de l'import. Ils disent que le fichier n'est pas retrouvé, mais ils nous proposent quand même l'autocomplétion. Donc on va retourner dans le fichier index.tsx ici et nous allons importer notre composant de bouton depuis Shadcn UI et nous allons l'appeler créer un compte. Et si on retourne sur le localhost 3000, on peut voir que le bouton est bien designé. Ça a donc bien fonctionné. On peut commencer à créer le design pour chacun de nos boutons. Ce premier bouton a l'air de représenter l'action principale, donc nous allons l'appeler primary. Pour ce faire, il suffit de retourner dans notre composant bouton, ici, et on peut voir que Shadcn UI a défini plein de variations. Nous allons donc copier la variation par défaut, et nous allons l'appeler primary, comme ceci, et à la place de bg-primary, nous allons mettre bg-bleu pour reprendre les couleurs de notre intégration. Le texte sera en blanc, comme ceci, et au survol, le bouton sera en bleu à 80% d'opacité. Maintenant, si on retourne dans l'index, on peut modifier le variant et mettre qu'on va prendre le variant primary, comme ceci. Et on peut voir dans notre application que le thème du bouton a changé. Il utilise maintenant la couleur qui colle bien avec notre bleu. Maintenant, nous allons créer ce deuxième bouton que nous allons appeler pour le moment secondary et on va regarder les couleurs qu'il utilise. Il utilise donc un bleu qu'on n'a pas encore défini dans nos couleurs ici. Donc nous allons le sauvegarder dans notre configuration Tailwind. Nous allons l'appeler bleu clair comme ceci. On retourne donc dans notre projet et nous allons ajouter une clé que nous allons appeler secondary comme ceci et nous pouvons commenter la couleur secondary de Shadcn UI et nous allons mettre le background en bleu clair et le texte en curry comme ceci. Et on va dire qu'au survol ça fait exactement le même effet, c'est-à-dire que ça éclaircit un petit peu la couleur du bleu clair. Si on duplique maintenant notre bouton et qu'on essaye le variant secondary, on peut voir qu'il a bien pris la couleur qu'on a définie. On peut voir qu'on a encore d'autres boutons. Par exemple, on a un bouton qui utilise la couleur verte définissant une action positive et qui n'a pas de couleur de fond. Et nous avons un bouton qui utilise du rouge sans couleur de fond, ici. Et nous avons également un bouton qui utilise le bleu, également sans couleur de fond. Nous allons donc dupliquer nos boutons et nous allons appeler ce premier bouton Green Outline, comme ceci. Le deuxième, nous allons l'appeler Red Outline et le dernier, Blue Outline. Et nous allons mettre tout ça dans un flex call avec un gap, comme ceci. Et on va maintenant créer chacune de ces variations. La variation Green Outline aura donc comme background rien. Donc on va mettre background transparent, comme ceci. Et le texte sera la valeur texte vert. Pour le Red Outline, le texte sera la valeur curry. Et pour le Blue Outline, la valeur sera bleu, comme ceci. Et là on peut voir que chacun de nos boutons est bien représenté. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même copier ces valeurs et mettre que au survol, donc au hover, on va reprendre les mêmes couleurs avec 80% d'opacité pour quand même montrer qu'il se passe quelque chose quand on met la souris dessus. Le dernier bouton, c'est celui-là, c'est m'inscrire avec un email et ça utilise du gris sur du bleu et le bouton possède également une icône ici. Nous allons donc tout de suite le créer et comme ce bouton est lié à la connexion aux différents réseaux sociaux et que je ne suis pas inspiré pour le nommer, je vais l'appeler OOS comme ceci et ça va donc prendre notre bleu clair et comme texte Dark Iron et au survol on va mettre que ça va prendre par exemple la couleur bleue. On va maintenant rajouter ce bouton, on l'appelle OOS et on peut voir que si on passe la souris dessus, il prend bien la couleur blue que nous avons définie. Ça marche très bien et ce qui est cool avec Shadcn UI, si on se rend dans le package.json ici, c'est qu'il y a une librairie qui s'appelle Lucid React. Et cette librairie est en fait une librairie d'icônes. Ça tombe bien parce qu'on avait besoin
d'icônes pour notre projet. Si on fait une recherche Lucid React sur Google et qu'on se rend sur la page d'accueil, on va par exemple rechercher le wallet ou alors money. Et l'une des icônes c'était un billet avec le symbole euro comme ici. Alors nous avons deux manières de l'importer. Soit on peut l'exporter depuis le fichier Figma et l'importer en tant qu'image dans notre projet, soit on peut essayer de regarder si Lucid possède cette icône. Et on peut voir qu'il ne la possède pas. Si je tape par exemple euro, on a quand même trois icônes qui pourraient ressembler par exemple receipt euro ici. Et pour le moment, nous allons l'utiliser. On va donc importer ce composant dans notre fichier navbar à la place du texte porte-monnaie. Et on l'importe depuis Lucid React, comme ceci. Si on retourne maintenant sur notre projet, on peut voir que l'icône apparaît bien ici. Et on peut voir qu'elle utilise un contour blanc et qu'elle est remplie de bleu. Et si on regarde le Figma, on peut voir qu'elle est plutôt remplie de blanc ici. Donc ce qu'on peut tester de faire, c'est utiliser la classe fill et la couleur white, comme ceci, et texte bleu, comme ceci. Et là, on peut voir qu'on a inversé les couleurs, mais ça ressemble à rien. Si on utilisait par exemple le rouge, on voit très bien que le contour est maintenant en rouge sur du bleu. Donc pour le moment, on ne va pas modifier les couleurs de cette icône. On va regarder s'il y a une autre icône pour les notifications. Et on peut voir qu'on a donc notre icône de notification, ça s'appelle Bell Icon. On va donc importer Bell depuis Lucid, comme ceci. Et on peut voir qu'on a exactement la même problématique ici. On a une icône, mais on n'a que son contour. On va pouvoir essayer de faire un fill white, comme ceci. Et ça nous va plutôt bien. C'est ce qu'on nous avait donné dans la maquette, sans le petit chapeau, ici. Pour terminer, la troisième icône, c'est une icône de profil. Donc on va regarder, on va taper User ici. Et ce qui nous intéresse, c'est cette icône-là. Ça s'appelle User Round. On va donc importer User Round, comme ceci. Et contrairement à nos deux autres icônes, cette icône, c'est juste un tracé. Le personnage n'est pas rempli. Donc, ça nous va très bien. On n'a rien à modifier. On va quand même attribuer une classe à chacune de ces icônes pour rajouter une propriété. Et ça sera le Flex Shrink à 0 pour empêcher les icônes de rapetisser en taille quand l'écran est très petit. Maintenant, on va encore une fois baisser la taille de notre logo, comme ceci, et ça me paraît pas mal pour une barre de navigation de départ. On peut voir sur chacune de nos pages ou sur la plupart que nous avons une sorte de padding et que les pages sont centrées au milieu, ici. Et ce n'est pas le cas sur toutes les pages, mais ça serait sympa de pouvoir configurer ce layout sur chacun de nos composants. Heureusement, c'est possible de le faire. Et pour ce faire, nous allons retourner dans nos fichiers, ici, et nous allons rajouter un fichier qu'on va appeler layout.tsx. Ce fichier va exporter une fonction par défaut, on va appeler layout, et ça va envoyer pour le moment un composant main et un composant outlet à l'intérieur. Et pour vérifier que ça fonctionne bien, on va rajouter une classe en mettant un padding de 8 et un background noir. Et j'ai l'impression que le layout n'est pas détecté par notre application. Notre composant de layout n'a pas l'air de s'afficher sur notre page. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il ne s'affiche pas sur l'index TSX. Pour en avoir le carnet, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler underscore public. Et nous allons mettre un plus, comme ceci. Pour rappel, le underscore avant public signifie que le nom public ne va pas apparaître dans l'URL si on essaye d'accéder aux pages qui sont déclarées dans ce dossier. Et le symbole plus est une configuration de notre configuration vite, ici, avec un plugin que nous utilisons pour redéfinir les routes. Le plugin s'appelle remix-flat-route et ce plugin est excellent pour déclarer les routes car il nous donne beaucoup plus de contrôle et il nous permet de les optimiser en ajoutant par exemple la colocation. Ce que le symbole plus signifie, au final, c'est que il va indiquer à Remix que dans ce dossier, nous voulons définir des routes. Par exemple, si nous ajoutons un nouveau fichier qu'on va appeler home.tsx qui va contenir le contenu de la page d'accueil, comme ceci, et qu'on essaye maintenant d'accéder à la page home, on peut voir que ça fonctionne très bien. On a donc notre page home, et si on efface les boutons, on peut voir que ça rafraîchit la page en live. Mais si on n'avait pas mis le plus, comme ceci, la route n'aurait pas été détectée. Alors vous allez me dire, dans quel cas on ne met pas le plus dans les dossiers qu'on crée dans le fichier route? Eh bien, c'est pour créer des méthodes utilitaires. Par exemple, contacter l'API. On va créer une méthode par exemple annonce.server.ts et ce fichier-là, nous allons par exemple l'importer dans l'index. Eh bien, au lieu de faire un import en utilisant des doubles points et encore des doubles points, c'est-à-dire si on a une architecture avec des dizaines de dossiers, nous plaçons le dossier annonce serveur tout près dans le file system pour qu'on ait juste un seul dossier à remonter avant de pouvoir y accéder.
c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la colocation. C'est pour éviter par exemple de créer notre logic server ici ou ici. Mais dans notre cas, ça sera très rare de définir des méthodes utilitaires dans notre application Remix, vu que le principe du monorepo, c'est d'utiliser la stack Nest.js. Donc, nous allons rajouter le plus. Ici, nous allons supprimer le fichier serveur. Dans notre fichier public, nous avons créé une nouvelle page qui s'appelle home.tsx et nous allons maintenant ajouter notre layout dans cette page et on peut voir qu'on a maintenant un layout partagé pour toutes les routes de cette application. Effectivement, ce que le layout va faire, c'est qu'il va rajouter, il va englober toutes les routes qu'on déclare dans le dossier public par ce composant-là. Donc, il va rajouter un main, un padding de 8 et un background black. Si on retire le background black et qu'on met un padding de 4, on peut voir que c'est plutôt sympa et ça peut être très intéressant pour ne pas avoir à recopier cette logique sur chacune de nos pages ici, en rajoutant par exemple un composant main et pour conserver une sémantique. Ça nous va très bien, mais qu'en est-il de ce footer qui est présent dans l'intégration sur Figma? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le place en bas ou est-ce qu'on le place à droite en tant que sidebar? Eh bien, nous pouvons le placer en bas pour commencer et pour regarder à quoi ça ressemble. On va donc retourner dans le fichier root.tsx et en dessous de notre navbar et de nos pages qui sont donc présentes en tant que children, nous allons rajouter un footer comme ceci et nous allons rajouter un lien qui prendra comme nom footer pour le moment et nous allons rajouter un lien vers la page d'accueil et on peut voir que le footer n'est pas vers le bas ici comme on souhaiterait qu'il le soit. C'est-à-dire que si on rajoute le style à notre footer comme ceci, donc on va dire que c'est du turquoise, on aimerait que notre footer soit collé à la navigation pour les cas où les pages possèdent très peu de contenu. On peut voir ici qu'on a donc une balise body avec une navbar, des children et un footer. Et ce qu'on a envie de faire au final, c'est de rajouter un flex et un flex colonne pour dire que ça prend des colonnes. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est que nos children prennent toute la hauteur de la page et qu'ils poussent le footer vers le bas, comme ceci. Pour ce faire, nous n'avons qu'une solution, c'est d'englober les children dans un div et de dire que le div va faire un grow. Et la classe grow, c'est donc un flex grow. Ça veut dire que le div, il va prendre tout l'espace disponible à la verticale. Et il prend l'espace à la verticale parce qu'on l'a mis dans un flex, comme ceci. Je viens de m'aider d'un article sur Google parce que j'ai oublié la syntaxe, mais en fait, on était très proche du but. Ce qu'il faut faire, au lieu d'utiliser min h full, on doit utiliser min h screen, comme ceci. Et notre HTML peut tout simplement être un h full, comme ceci. Et là, on peut voir que le footer, il est vraiment centré tout en bas de notre page. Sauf qu'on a ce div ici qui utilise un grow et je crois qu'il y a une autre manière d'arriver au même résultat sans ajouter ce div et c'est de rajouter une classe à notre footer. On va rajouter la classe margin top auto comme ceci et on peut voir comme on utilise flex, il va se plaquer tout en bas comme ceci et avoir le résultat que l'on espérait. On a donc plusieurs types de liens. On a une barre de recherche, les offreurs, les demandes, les favoris et les messages. On va donc conserver chacun de ces liens. On va donc rajouter rechercher, offreur, demande, favoris et messages, comme ceci. Ensuite, nous allons chercher les icônes sur le site, par exemple l'icône de recherche. Les offreurs, j'ai pas réussi à trouver une icône similaire, donc pour le moment on va utiliser les users. Ensuite, les demandes, c'est un plus, donc nous allons utiliser le plus. Les favoris, c'est une étoile, donc on va rajouter stars. Et les messages, c'est une enveloppe, donc nous allons mettre par exemple mail. Et si on retourne sur notre application, l'icône d'étoile n'est pas très fidèle. On va regarder s'il n'y a pas de meilleures étoiles. Là, par exemple, il y a star au singulier que nous allons importer. Nous allons maintenant rajouter une classe. Nous allons mettre flex et flex colonne. Et nous allons également centrer ces icônes. Et nous allons mettre que la taille, ça sera pour le moment du SM, comme ceci. Et enfin, nous allons utiliser flex et les centrer, comme ceci, avec un gap de 4 par exemple. On va ensuite rajouter un petit peu de padding, comme sur la navbar. Et enfin, ici on peut voir que le footer, il sort de l'écran et il élargit notre application. Donc il nous suffit de rajouter la classe overflow x auto pour rajouter plutôt une barre de scroll à l'intérieur de notre footer qui va nous permettre de ne pas dépasser les contraintes de taille de notre application. Quand on élargit la taille de l'écran, on peut voir que les icônes restent taquées à gauche. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de rajouter par exemple un justify between, comme ceci, qui voudrait dire qu'elle prendrait vraiment tout l'espace et qu'elle serait harmonieusement centrée. Maintenant, on va pouvoir copier cette logique et en faire un autre composant que nous allons appeler footer.tsx. On va donc coller notre composant et nous allons l'exporter en l'appelant
footer et en n'oubliant pas d'importer chacun de ces liens. Et si on veut aller encore plus loin, on va également créer un footer link item qui prendra comme argument nos icônes et notre label. Par exemple, il va prendre une icône qui sera donc un react.reactNode et un label qui sera un string. Nous pouvons maintenant copier un lien à l'intérieur et nous allons mettre ici à la place de l'icône notre icône et nous allons mettre notre label dans un span comme ceci. Comme ce sont des liens, il ne faut pas oublier de rajouter le link ou plutôt le href qui sera également un string et comme ce sont des liens de navigation, nous allons en fait transformer ce link en navlink. Et le navlink, on va l'importer depuis la librairie remixrun react comme ceci et on ne va pas oublier de faire un return de ce composant. Maintenant, pourquoi on utilise un composant navlink? C'est parce que ce composant a conscience en quelque sorte de s'il est actif ou pas. Donc là, nous allons rajouter les brackets comme ceci, et le navlink prend une méthode de callback qui possède une variable qu'on va appeler isActive, et nous allons donc renvoyer notre classe, mais nous allons rajouter un morceau de logique. Si la page est active, alors on a envie que le texte soit en vert, par exemple. Sinon, on est satisfait d'avoir le texte en bleu, comme ceci. Maintenant, nous allons remplacer chacun de nos liens par ce composant-là, comme ceci. Ils prennent donc un href, une icône et un label. Et voilà, nous avons réutilisé notre composant de lien plusieurs fois. Et maintenant, on peut importer le footer et supprimer ce composant-là. On importe donc notre footer comme ceci. Et nous avons oublié de renvoyer le contenu du footer. On peut également effacer ces deux lignes. Et maintenant, on peut voir que nous avons notre footer qui fonctionne très bien. Et il n'y a aucune icône qui est au vert parce que aucune icône n'est active sur la route /home. Si je remplace par exemple la demande par la page home, comme ceci, on peut voir que la page home devient maintenant active. Pour rester cohérent avec le design, nous allons mettre que seules les icônes deviennent actives et nous allons mettre que le span reste de couleur bleue, comme ceci. Et voilà, on a terminé de configurer Tailwind CSS et la librairie ShellCN UI. Il nous reste évidemment énormément de travail pour intégrer tous les écrans qu'on nous a donnés. Dans la prochaine vidéo, on va configurer l'authentification et on va mettre en place la base de données et l'ORM Prisma. À bientôt!